Il est 21h30, on est en direct. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission Santé sur Canal Algérie. Frites, pizza, voilà des années que l'Algérien a troqué ses bonnes vieilles habitudes alimentaires contre une alimentation rapide et malsaine, combinée au manque d'exercice, la junk food, comme on l'appelle aujourd'hui, ou la malbouffe tout simplement, a des graves conséquences sur notre santé. On parle ce soir d'une épidémie mondiale. On ne parle pas de Covid-19, mais plutôt de l'obésité, considérée par l'OMS comme la première non. Les chiffres ont triplé depuis 2015, selon l'enquête STEP du ministère de la Santé. L'obésité touche 30% des femmes et 14% des hommes. Le surpoids, lui, tenez-vous bien, concerne de la population. Ces chiffres exagérément élevés laissent voir une recrudescence significative du diabète, des maladies cardiovasculaires et de certains cancers dans les années à venir. Avec mes invités, on tentera de comprendre les causes de ce constat, quels sont les causes de sur la santé et de on verra également comment lutter efficacement contre ce phénomène de santé. Pour en parler, justement, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Dr Linda Oumnia. Vous êtes spécialiste en médecine esthétique, vous êtes également spécialiste en nutrition. Bonsoir. Bonsoir. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Hamoud Leila. Vous êtes médecin du sport au CNMS. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai également le plaisir de recevoir Dr Sabrina. Vous êtes spécialiste interne à l'hôpital BTA. Vous êtes également spécialiste de l'obésité. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et puis, docteur Blablouhab Fouad, vous êtes spécialiste en médecine interne et en nutrition. Bonsoir. Merci à vous quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir fait le déplacement par le temps qui court avec les pluies. Alors, plus de la moitié de la population se poids, 30% des femmes et 14% des hommes souffrent d'obésité. Pourquoi on en est là, docteur? Est-ce que c'est victime d'une société obésogène? Bah oui, nous sommes victimes d'une société obésogène, donc nous sommes en plein train, enfin, on est en transition économique depuis plus de 30 ans, donc notre alimentation est méditerranéenne en la une alimentation très très calorique, aussi bien en sucré ou en fast-food, en burger, etc. Donc cette transition économique a entraîné qui est aussi, et la sédentarité aussi dans cette transition économique. Avant, par exemple, les enfants allaient à l'école à pied, maintenant c'est en voiture, on partait en travail en bus ou à pied, et là maintenant, et tout ça, donc ce déséquilibre énergétique entre les apports et les sorties, donc en fait que, et je pense qu'il y a aussi une prédisposition génétique, l'épigénétique joue un rôle aussi dans cette transition économique, et ce qui fait que actuellement on a beaucoup de tentations sur des produits qui ne sont pas sains et qui sont très très caloriques, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Oui. Je pense que c'est la cause numéro 1, c'est ce déséquilibre énergétique et cette transition économique qui fait que nous sommes maintenant une société vraiment où il y a une obésité qui augmente de plus en plus. Docteur Hamoudi, sur la même question, pourquoi on en est là aujourd'hui? Alors, je rejoins ma consoeur lorsqu'elle dit qu'il y a effectivement un problème alimentaire. Il y a aussi un problème de mode de vie et de changement, de développement des technologies. Alors, vous avez la voiture, l'ascenseur, vous avez le PC, les téléphones, tout ça, font que l'expression physique fait que l'efficacité fonctionnelle des appareils de l'organisme sont réduits. Donc, que ce soit chez l'enfant ou que ce soit chez l'adulte, c'est la même chose. On brûle beaucoup moins. On brûle beaucoup moins parce qu'on bouge beaucoup moins. Oui. Docteur Blablouhab, aujourd'hui, on parle d'une maladie à part entière. Quand on parle de l'obésité, on parle plus de phénomène de santé, mais on parle de maladie chronique carrément. Ben oui, c'est une maladie, en effet. Donc l'obésité ainsi que le surpoids sont considérés actuellement
de véritables maladies. C'est-à-dire que c'est des maladies en plus qui vont engendrer d'autres comorbidités, donc le diabète, les maladies cardiovasculaires, les autres pathologies, oncologie, donc le cancer, etc. Donc tout ça, c'est l'évolution, comme disaient mes consoeurs. Donc c'est des changements simplement. Jadis, il y avait ce qu'on appelait le chasseur-cueilleur. Donc c'était tout le monde qui travaillait, qui labourait le champ, etc. Tout le monde était actif. En plus, on mangeait plus sainement. On mangeait des choses qui étaient riches en nutriments et pauvres en calories. Là, ça s'est inversé. Donc on bouge moins, on mange des choses qui ont une densité énergétique énorme et qui sont très très pauvres en nutriments. Donc on se retrouve avec ce qu'on appelle actuellement des obèses dénutris en plus. C'est-à-dire si on fait un bilan chez un patient obèse, on va retrouver des carences, donc anémie, hypocalcémie, etc. Oui. Là, il faut tirer la sonnette d'alarme. Absolument. Alors, docteur Green, je rappelle que vous êtes un des rares services à avoir justement une consultation obésité. Oui, tout à fait. Vous avez vu alors nos deux invités qui ont essayé un peu d'expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi plus de 20 millions d'Algériens souffrent de surpoids. C'est un peu parce que notre mode alimentaire a changé. Mais est-ce que quelque part aussi, vous qui voyez beaucoup de patients au courant de votre consultation, est-ce que ce n'est pas dû également à une question tout simplement de prix, j'ai envie de dire? Est-ce que ça ne coûte pas cher aujourd'hui de manger sain? Effectivement, quand on voit nos rayons au supermarché où il y a l'abondance de sucreries à tous les prix, effectivement, ça coûte maintenant, c'est devenu cher de manger sain. On voit des sucreries à tous les prix, des jus, des petits gâteaux, etc. On a plus tendance à aller vers cela, surtout pour faire plaisir aux enfants. On a tendance à aller vers les produits transformés. Vers les produits transformés avec, et on ne lit pas assez les étiquettes où ils sont riches en sel, riches en sucre et d'autres éléments nocifs pour la santé, d'où la cherté actuellement de manger sain, effectivement. Docteur Hamoudi, justement, les enfants sont victimes aussi de l'obésité, victimes de surpoids. En Algérie, on parle à peu près de 18% quand même des enfants qui seraient touchés par cette problématique. Hein. Docteur Green a parlé un peu justement de j'ai envie de dire, de cette orientation vers les produits transformés aujourd'hui. Un enfant obèse devient fatalement un adulte obèse? Oui. Les études le confirment. Donc, ce qui serait bien, ce serait de faire tout le travail en amont. Si on arrive à gérer l'obésité ou à la prévenir chez l'enfant, ça serait bien, puisqu'on aurait moins d'adultes obèses demain. Donc, les pédiatres le savent très bien. En suivant la courbe de croissance, à un moment donné, ils arrivent à savoir quand est-ce que cet enfant est en danger pour pouvoir agir. Donc, ce qu'on appelle par exemple tout ce qui est le rebond d'adiposité, ils le suivent et dès qu'il y a il est situé préalablement par rapport à la sonnette d'alarme est tirée. Donc, activité physique, oui, quand il n'y a pas d'obésité chez l'enfant, mais à plus forte raison s'il y a une obésité, oui, activité physique aussi, et puis restriction énergétique, en suivant bien sûr cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il est en pleine croissance et développement, il ne faudrait pas gêner aussi sa croissance, et donc il y a un suivi qui est fait dans ce sens. Oui, on y reviendra en tout cas dans les traitements justement. Alors les associations de consommateurs, Dr Mnia, déplorent l'absence d'ingrédients aussi des produits alimentaires commercialisés. Le taux de sucre et de sel notamment ne sont pas indiqués généralement quand on achète ces produits transformés. Oui, on a des produits très 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 sucrés par rapport à des produits européens. Par rapport aux mêmes produits qui sont vendus ailleurs. On a le sucre est subventionné, donc c'est plus facile de mettre du sucre, de mettre des produits sains, comme disait Dr Green. C'est quand même manger sain et très cher, donc manger des fruits et légumes quotidiennement, des protéines de bonne qualité surtout, ça coûte cher. Donc plutôt, les familles préfèrent aller. L'eau est pratiquement au même prix qu'un
Donc, du coup, et manger sainement, effectivement, coûte cher. Mais les parents préfèrent aller acheter un croissant qui est à 10 dinars ou à 20 dinars que de préparer quelque chose chez eux qui pourrait peut-être coûter un peu plus cher. Mais cette subvention du sucre, ça permet de vraiment... Ça permet, ni ça aide, ni ça permet, mais ça provoque cette tentation. C'est normal que le goût sucré soit attiré par l'enfant, mais on pourrait apprendre aux enfants de manger sucré, mais en ayant une possibilité de manger plus de fruits, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, malheureusement. Malheureusement, oui. Voilà. Alors, justement, on va essayer de répondre à une question sur quelle est une alimentation saine à travers le reportage qu'on va vous proposer. C'est un reportage signé Walid Yousfi. Regardez. Entre légumes variés, viande ou céréales, une alimentation saine permet d'éviter bien des maladies. Pour cette jeune nutritionniste, le constat est là. De plus en plus d'Algériens souffrent d'alimentation déséquilibrée. La solution, consommer chaque jour une assiette santé riche en nutriments. C'est une assiette qu'on doit composer en 3. La moitié de l'assiette doit contenir des légumes, qui peuvent être des légumes cuits ou crus. L'autre moitié, on la divise encore en 2. Donc un quart doit avoir un apport en glucides, donc ça a une source de glucides, de féculents, du riz, des pâtes, du pain, de préférence de blé complet. Et l'autre quart doit avoir une source de protéines. Ça peut être protéines animales ou végétales. Et sans oublier une source de bonnes graisses ou lipides. La meilleure source, c'est bien l'huile d'olive. L'Organisation mondiale de la santé, pour sa part, préconise de manger 5 fruits et légumes par jour, une recommandation qui soulève confusion. Cette recommandation qui nous permet d'être en bonne santé, on a tendance à comprendre qu'il faut avoir 5 variétés de fruits et 5 variétés de légumes. Cela est faux. C'est plutôt 5 portions de légumes et de fruits. Ça veut dire, durant la journée, on doit avoir 5 repas ou 5 portions qui contiennent des légumes et des fruits. Donc chaque repas, c'est l'équivalent d'une portion. Si on a nos 2 repas principaux, déjeuner-dîner, ainsi que 2 collations, voire même le petit déjeuner, on va boucler les 5 portions de fruits et légumes. Vous l'aurez compris, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, avoir une alimentation saine et équilibrée, boire beaucoup d'eau et faire de l'exercice. L'OMS recommande 20 minutes d'entraînement par jour pour être en bonne santé. Alors on a vu un peu, on a eu une idée justement de ce que pourrait être une alimentation saine, mais peut-être avant, il faudra expliquer, Dr Blablouheb, qu'est-ce que l'obésité, ce sont 2 choses différentes. Alors, le surpoids et l'obésité sont définis par ce qu'on appelle l'IMC, donc l'indice de masse corporelle. Donc c'est un calcul qu'on fait entre le poids et la taille. Donc c'est le poids sur la taille au carré. Donc on aura un chiffre. Donc si le chiffre il est situé entre 18,5 et 25, c'est pas normal. Donc s'il est situé entre 25 et 30, c'est un surpoids. Donc au-delà de 30, c'est déjà la définition. On voit l'image derrière. Voilà, c'est la définition de l'obésité. Après, on aura des stades. Donc le stade 1, stade 2 et stade 3, c'est entre 30 et 35, 35 et 40, et au-delà de 40, c'est l'obésité morbide. Oui. Je pense qu'il y a aussi un autre facteur à prendre en charge qui est important, peut-être le périmètre abdominal. Oui. C'est par rapport à... Allez-y, je vous en prie. C'est par rapport aux 2 types d'obésité, androïde ou gynoïde. Quand on parle de complications, donc maladies cardiovasculaires, diabète et tout, c'est plus lié à l'obésité androïde. Donc c'est la graisse viscérale. Absolument. Donc c'est quand le périmètre dépasse 102 cm chez l'homme, par exemple, on parle d'obésité androïde. Par contre, la gynoïde, chez la femme, c'est une obésité qui est inesthétique. Donc elle n'aura pas trop de complications parce que c'est une graisse qui est située sous la peau, elle est sous-cutanée. Donc le périmètre abdominal, il fait partie bien sûr du diagnostic de l'obésité. Absolument. Métabolique. Alors, les femmes et les hommes ne seraient pas égaux. On a vu un peu les chiffres déjà en Algérie. On parle de 30% chez les femmes et de 14%, c'est carrément la moitié chez les hommes. Est-ce qu'il y a une explication, justement, pourquoi les femmes sont plus touchées par l'obésité ? Est-ce que ça a un lien peut-être avec les hormones ? C'est plutôt, oui, entre autres. Donc à partir de l'âge de la ménopause, oui, il y a vraiment un facteur hormonal. Mais il y a aussi le fait que les femmes sont beaucoup plus sédentaires en Algérie que les hommes. Donc l'homme peut sortir, faire du sport, faire de la marche. Chez les femmes, c'est beaucoup plus compliqué, on le sait très bien.
s'il faut à chaque fois payer une salle de sport pour aller faire du sport, entre femmes, c'est pas toujours évident. Donc il y a aussi cette notion de sédentarité, il y a des prédispositions évidemment, mais l'avantage que les femmes ont, c'est que leur obésité, comme disait Dr Abdelwahab, c'est une obésité gynoïde, donc qui entraîne moins de maladies cardiovasculaires ou de diabète, etc., contrairement aux hommes qui ont plutôt une obésité androïde avec un syndrome qui est une disposition beaucoup plus importante. Surtout cette sédentarité et ce facteur hormonal qui, les femmes sont plus touchées que les hommes. On parlait tout à l'heure des enfants, brièvement. Je rappelle, un enfant sur 5 est touché par ce phénomène en Algérie. Est-ce que faute aux parents, docteur Moudi? Oui, si est-ce que c'est un peu la faute aux parents? Il y a une grande partie des parents, effectivement, parce qu'en fait, c'est les parents qui font les courses, c'est les parents qui remplissent les placards de biscuits, qui achètent les croissants, etc., qui achètent les... On se dirait justement des goûters particulièrement. Oui, des goûters, etc. Et puis bon, les enfants réclament, donc pour pas les entendre pleurer ou ronchonner, donc c'est la solution de facilité. On fait le petit sac. Mais effectivement, les parents jouent un très grand rôle dans la prise en charge, dans la prévention et la prise en charge de l'obésité chez l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on mange la même chose. Si les parents mangent des légumes, des fruits, ou si c'est des repas très légers, sains, sont préparés à la maison avec une gestion du sucre, du gras et du sel, les enfants prennent l'habitude. Vous savez, les enfants calquent sur leurs parents. Absolument. Donc si les parents font attention à... Et s'ils pratiquent une activité physique, il est clair que dès leur jeune, les enfants suivent. C'est connu, les enfants suivent toujours les parents. C'est clair. Green, alors on en parlait de transition, justement, on a dit qu'on est passé à ce alimentaire durant les 20 voire les 30 années dernières. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? On a troqué quand on parle par exemple de l'Europe, on parle généralement d'un passage d'une alimentation basée sur les fruits et légumes aux farines ou aux céréales. Est-ce qu'il s'est passé exactement la même chose chez nous? Oui. Quels sont en fait en gros les aliments qu'on incrimine aujourd'hui? Donc tout d'abord, nous avons suivi ce modèle occidental, je ne dirais pas européen, mais je dirais occidental, c'est avoir accès beaucoup plus facilement au junk food avec des fast-food à chaque coin de rue. Donc il y a l'abondance de ces fast-food et l'accès facile à côté du travail de tout le monde, à côté des écoles, etc. Donc tout ça est facile pour avoir accès à cette alimentation qui devrait être exceptionnel, tout d'abord. Deuxièmement, quels sont les aliments incriminés? Effectivement, donc tout ce qui concerne les sucres, donc tout ce qui est sucrerie rapide, les sucres rapides, la junk food, tout ce qui concerne tout ce qu'on trouve dans les fast-food, les sandwichs, la mayonnaise, les frites, les pizzas, comme vous l'avez dit en introduction, tout ça effectivement incrimine, surtout dès le jeune âge. Quand on prend des habitudes dès l'enfance à manger ça quand on sort de l'école à midi, ben, ça va rester à l'âge adulte clairement et ça fera des futurs obèses. Oui. C'est la même question que les aliments qu'on incrimine aujourd'hui. C'est le sucre. Oui. C'est le sucre. Le plus gros, je dirais, pourvoyeur d'obésité et de surpoids, surtout chez les enfants, c'est le sucre. C'est-à-dire que... Alors, il faut dire juste que l'Algérien consomme quelque chose comme 30 kilos par an, ce qui est 3 fois plus que la ration recommandée par l'OMS. Ça a triplé même, les 30 dernières années, ça a triplé. Donc la quantité ingérée par chaque Algérien, elle a triplé. En plus, on est en train de prendre de très très mauvaises habitudes, notamment au petit déjeuner. Donc c'est du sucre au petit déjeuner. Ça, c'est une habitude qu'il faut bannir. Donc transformer le petit déjeuner qui est sucré, des habitudes qu'on a prises sur des décennies, il faut transformer ça en un petit déjeuner, je dirais, plutôt salé que sucré. Parce que le matin, c'est là où il y a... Qu'est-ce qu'on peut conseiller, justement, pour un petit déjeuner équilibré? Moi, c'est par exemple un petit sandwich, du pain de mie complet. Donc, ce sera une source de sucre complet, donc qui va tenir toute la matinée, donc pour l'enfant. Par contre, si on leur donne des sucreries, il y aura une décharge d'insuline. Donc, il y aura une hypoglycémie 2 heures après. Ils auront faim. Le coup de barre de 11 heures, le fameux coup de barre de 11 heures va arriver. Par contre, si on leur donne un petit déjeuner salé, ils vont tenir toute la matinée, donc jusqu'à midi au déjeuner.
Oui. Alors, docteur Omnia, on a parlé d'alimentation, enfin, d'aliments qu'on incrimine. Il y a aussi les perturbateurs endocriniens. On parle beaucoup des additifs aujourd'hui, des pesticides qui sont... Voilà, on ne sait pas, finalement, on ne sait pas très bien ce qu'on mange parfois. Les perturbateurs endocriniens, effectivement, tout ce qui est pesticides sur les aliments, sur les fruits, sur les légumes, tout ce qui est colorant, tout ce qui est conservateur, tout ça est cancérigène. Et tout ça c'est... Parce que quand on parle d'obésité, on va parler, quand on parle de nutrition, on parle de nutrition saine aussi. Hein. Donc, manger, il faut bien laver ses légumes, il faut bien les éplucher, il faut éplucher même les fruits. Quand on mange une pomme, l'idéal, c'est de la manger avec la peau. Mais actuellement, moi, je leur conseille de vraiment enlever la peau, même s'il y a une valeur nutritionnelle au niveau de la peau. Il faut l'enlever parce qu'il y a trop de pesticides. Les dattes aussi. Un des fruits les plus riches en pesticides en Algérie et ailleurs, c'est les dattes. Et souvent, les gens ne lavent pas les dattes. Ils les mangent, voilà. Mais moi, il y a une étude qui a été faite par un professeur à Babzouar sur les pesticides et ils se sont rendus compte que le plus gros taux de pesticides existait dans les dattes. Donc, il faut vraiment laver les dattes avant de les manger. Et effectivement, ces perturbateurs hormonaux, on va se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de maladies endocriniennes. Hein, donc, et il y a beaucoup aussi d'enfants atteints de certaines aberrations chromosomiques. Je pense que c'est tout ça est dû à ces perturbateurs endocriniens qui, malheureusement, on les retrouve un peu partout dans notre alimentation. Et même dans une alimentation plus ou moins saine, il y a des règles à suivre. Il faut bien cuire ces aliments, il faut bien les laver quand on les mange crus, etc. Il faut les éplucher. Donc, voilà. Donc, tout ça fait que cette transition économique ne nous rend pas beaucoup service. Oui. Le stress, docteur Hamoudi. Oui, le stress aussi est un facteur qu'on incrimine. Oui, il fait partie de la liste des facteurs qui sont à l'origine du surpoids et de l'obésité, au même titre qu'un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant, au même titre aussi de quelques médications telles que, par exemple, Le sommeil, c'est un point très important, hein, parce qu'aujourd'hui, on l'incrimine presque autant que l'alimentation ou la sédentarité. Oui, parce que l'organisme ne récupère pas et par conséquent, il y a un dysfonctionnement des organes et des appareils au niveau du corps qui font que, à la longue, il y a donc installation de cette masse graisseuse après. Et vous avez aussi le stress, vous avez aussi certaines médications. Donc tout ça, en fait, l'obésité est une maladie multifactorielle. Oui, donc on ne peut pas dire que c'est l'alimentation seule ou l'activité ou la sédentarité seule, ou alors et d'où la prise en charge doit être également multifactorielle. Et c'est pour ça qu'on a du mal à gérer cette maladie. Pourquoi? Parce que si on se braque uniquement sur l'alimentation, on voit que ça donne pas. Si on se braque sur l'activité physique, on voit que ça donne pas. Donc la prise en charge est multifactorielle. Ça, il faut absolument le savoir. Oui. Docteur Green, il y a aussi un facteur très important qui est la génétique. Hein. Docteur Omnia, on en a parlé tout à l'heure brièvement au début de l'émission. Parce qu'on a tendance peut-être à stigmatiser parfois les personnes qui sont en surpoids. On dit qu'elles n'ont pas suffisamment de volonté pour maigrir. Alors que finalement, non, il y a juste des corps parfois qui ont du mal à perdre et d'autres qui ne prennent pas. C'est-à-dire même s'ils mangent, ils ne grossissent pas. Ça existe finalement. Tout à fait. Alors, comme disait Dr Hamoudi, l'obésité est multifactorielle et le premier facteur avec lequel on est, c'est la génétique. Donc nous avons tous un terrain héréditaire, plus ou moins, par rapport au surpoids et à une obésité future. Est-ce que l'Algérie est un pays à forte prédominance quand on parle d'obésité ? Parce que ces dernières années, quand même, on parle beaucoup par exemple, dans la région MENA, il y a l'Algérie, la Libye et l'Égypte sont des pays qui sont très touchés par l'obésité. Effectivement, cette région est particulièrement touchée par l'obésité et le pourcentage d'obésité est élevé par rapport à la moyenne mondiale dans cette région-là. Donc effectivement, il y a un souci au niveau socioculturel et alimentaire au niveau de cette région, sachant qu'on a de la chance d'être dans le bassin. En Algérie, on est le bassin méditerranéen et le régime qui a été prôné pour être le plus sain et le plus équilibré, c'est le régime méditerranéen. Donc nous avons tout dans notre pays pour manger sainement. Oui, mais c'est un régime finalement qu'on a du mal finalement à suivre, malheureusement qu'on a abandonné d'ailleurs. On a abandonné au détriment donc...
De la junk food, encore une fois. Alors, pour revenir un peu brièvement peut-être sur le sucre, hein, docteur Blablouheb, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, il y a une étude américaine qui rappelle que la consommation régulière de sucre serait synonyme de puberté précoce. Ça aussi, pour rappeler un peu peut-être le danger du sucre pour les parents qui nous regardent. C'est-à-dire qu'actuellement, tout peut être considéré comme un perturbateur endocrinien. C'est-à-dire l'excès de sucre, même le manque de sommeil, on en parlait, c'est un perturbateur. Les pesticides aussi. Oui, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir une hygiène de vie saine, même dans notre religion. Donc, ce qu'on dit, c'est ihtarul abyadayn, donc le sucre et le sel. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on parle déjà. Donc, il y a beaucoup de bons dans la religion, hein, même pour parler par exemple de la restriction calorique aussi, le jeûne. Donc, il faut tout simplement appliquer les préceptes de notre prophète. Alors, finalement, est-ce que le facteur psychologique aussi peut être incriminé? Est-ce qu'on peut être... Oui, le facteur psychologique, bien sûr. Il y a le facteur psychologique, il est incriminé dans le fait que l'obèse, quand on est obèse, hein, parce qu'il y a dans l'aggravation peut-être. Absolument, dans la stigmatisation, dans le manque d'accès à certains postes de travail, etc. Et ça, c'est encore plus chez l'enfant, hein, encore plus chez l'enfant, parce que les enfants, c'est très difficile. Hein, donc entre eux, ils sont vraiment très méchants. Et il y a des enfants qui sont, c'est du harcèlement carrément. Et pas que les enfants, même les adultes. Hein, un enfant, quoique un certain temps, il y a dans le temps en Algérie, dans le bassin méditerranéen, une femme en chair, comme on dit, est un signe de beauté, contrairement à maintenant, par rapport à tous ces et toutes ces publicités autour de nous. Maintenant, effectivement, heureusement d'ailleurs, parce que on n'a pas que la beauté dans certaines... Bon, c'est des signes, voilà, c'est culturel. Ensuite, maintenant, il faut penser aux conséquences médicales de toute cette obésité, même si certains aiment les personnes un peu plus en surpoids, mais les conséquences, les maladies, etc., font que franchement, c'est loin d'être, même si on aime ça, mais ça donne des conséquences. Je voudrais juste rebondir sur le manque de sommeil, que je trouve très, très important, en particulier chez l'enfant. Donc, ce manque de sommeil et cette tablette et ce téléphone que les enfants gardent jusqu'à des heures très, très tardives va provoquer aussi une perturbation hormonale. Donc, au niveau cérébral, donc il y a des hormones qui sont sécrétées qui ne le seront plus par rapport, ou des hormones qui seront sécrétées en excès. Je n'irai pas sur les noms de ces hormones-là, mais effectivement, il y a aussi le fait que quand on veille, on a envie de manger, on a faim. Et donc, on stimule, bien sûr, on stimule aussi ces hormones qui ne devraient pas être stimulées. Et donc, ça provoque aussi, actuellement, le consensus actuel montre que le manque de sommeil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est incriminé autant qu'un déséquilibre énergétique entre les entrées et les sorties. Donc, je lance un appel sur ça par rapport aux enfants. Quand ils sont en vacances, les parents les laissent veiller jusqu'à des heures impossibles. Cette transformation d'une vie diurne à une vie nocturne est très, très mauvaise et une des causes principales de l'obésité. Oui, docteur Hamoudi, on en parlait tout à l'heure aussi avant Liam m'a tendu la perche. On parle aussi, puisqu'on est dans un contexte pandémique, qui n'a pas arrangé les choses. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont pris du poids pendant ce confinement. Les 2 dernières Oui, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui faisaient du télétravail, on avait peur, etc. Donc, les salles de sport, les salles de sport qui étaient faites des heures entre 4 murs. Après, c'est bien sûr le frigidaire qui est là. Donc, c'est ça. Les petits plats dans l'écran. Les petits plats dans l'écran. Et aussi revenir sur aussi les causes de l'obésité par rapport à la malvie aussi est une des causes de l'être humain a été constitué comme ça. Souvent, quand on n'est pas bien, on se réfugie dans la nutrition. Et après, souvent, on mange n'importe quoi. On mange tout le temps. C'est un échappatoire, en fait. Oui, c'est un refuge. C'est un refuge. Donc, c'est parce que plutôt que de parler de la nutrition dans la prise en charge des obèses, il serait bien de parler de psychonutrition. Parce que quand vous grattez un peu, vous avez tout le temps
pour ne pas dire, bon, pour la majorité des cas, vous avez un problème psychologique derrière. Donc, et souvent, comme vous disiez tout à l'heure, pourquoi on n'arrive pas à gérer cette maladie? Parce que souvent, il y a ces facteurs psychologiques qui sont là, qui contraignent la personne à manger à des heures régulières, etc. Et dans tout ce qui est prise en charge nutritionnelle, souvent, le médecin nutritionniste demande l'aide d'un psychologue pour pouvoir travailler en collaboration et voir un peu qu'est-ce qui fait défaut, pour expliquer, parler, etc. Parce que ces personnes ont besoin de parler. Peut-être parce que aussi, quelque part, c'est toujours difficile de perdre du poids quand on est obèse. Hein. Je parle d'obésité parce qu'il faut perdre des fois jusqu'à 70 kilos ou plus. Oui. Ce qui est très difficile, hein, c'est un objectif quand même qui n'est pas facile à atteindre, hein, n'est-ce pas, docteur? Bon, vous avez, comme on a dit tout à l'heure, c'est multifactoriel. Donc, vous avez effectivement une alimentation saine, variée, équilibrée. Vous avez l'activité physique qui doit être adaptée. On pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Vous avez aussi les problèmes psychologiques qu'il faut gérer. Donc, vous avez tout ça. Prise en charge psychologique. Donc, tout ça va venir, si vous voulez, s'assembler pour donner cet excès de poids. Alors, effectivement, les personnes sont mal à l'aise parce que il y a le regard des autres, elles ont du mal à démarrer et puis elles se complaignent tellement, elles se cachent, etc. pour ne pas... voilà, c'est ça. Donc, il faut faire très attention. Docteur Green, comment on accompagne aujourd'hui nos obèses? Je rappelle que vous faites partie d'un des rares, hein, si ce n'est pas le seul, service où il y a réellement une spécialiste d'obésité. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'on n'enseigne pas hein, la nutrition ni l'obésité. Il n'y a pas de cours hein, sur cette maladie dans le cursus médical, ce qui est regrettable, vu la situation, puisqu'on parle depuis tout à l'heure de plus de la moitié de la population qui serait en surpoids. Néanmoins, vous êtes formé dans l'obésité. Comment on accompagne finalement aujourd'hui nos obèses? Est-ce qu'on arrive à les prendre en charge? Alors la difficulté de la prise en charge des patients obèses, comme on disait, on l'a souligné tout à l'heure, il s'agit d'une prise en charge multidisciplinaire. Donc il faut l'aide d'un diététicien, bien entendu, ou d'un nutritionniste, l'aide d'un psychologue, l'aide d'un médecin qui est spécialiste dans l'obésité pour prendre en charge ces patients. Nous avons créé donc une unité obésité. Nous avons commencé par une consultation que je rappelle que c'est à l'hôpital Betraria. C'est à l'hôpital Betraria à Alger. Nous avons initié une consultation donc récemment, c'est moi-même qui l'a fait, pour prise en charge de ces patients obèses. Ça date de combien de temps? Alors, c'est la pandémie Covid qui nous a un peu retardé, mais ça a commencé. Voilà, il y a une bonne année. On a commencé par une consultation chez les patients obèses, et puis nous sommes en train de créer l'unité afin d'avoir plus de matériel, d'impédance mètre, etc., afin de pouvoir proposer vraiment une hospitalisation de des patients. Tel est notre but. Voilà. Pour le moment, nous avons commencé par une consultation. Donc, nous recevons les patients, nous mettons en place les règles hygiéno-diététiques, dont l'activité physique et bien sûr des règles diététiques notamment. Et nous les suivons. Nous cherchons des causes médicales de cette obésité. Il faut rappeler que l'obésité, elle est multifactorielle. Nous l'avons dit, il y a un terrain héréditaire, mais il y a aussi beaucoup de hormonales, notamment l'hypercorticisme ou l'hypothyroïdie qui peuvent favoriser cette obésité. Il y a beaucoup de problèmes psychiques qui peuvent engendrer cette obésité. Justement, quand on fait la courbe de poids chez notre... Engendrer ou compliqué? Peuvent engendrer. Justement, j'y viens. Quand on fait la courbe de poids, moi-même je fais la courbe de poids pour mes patients de la naissance, puis l'enfance, l'adolescence, et puis par la suite, et les événements majeurs. Donc parfois, le poids est normal jusqu'à un certain âge, et puis il y a un événement de la vie, que c'est un divorce, un deuil, et c'est à partir de là, le déclic, ça a été l'élément déclencheur. C'est à partir de là, et cette courbe de poids nous renseigne beaucoup de choses sur nos patients. Et c'est là qu'on peut les orienter vers une orientation psychologique qui, pour du temps, arrive à défaire les nœuds et nous fait une prise en charge donc l'activité physique de ces patients. Oui. Alors en entendant que ces services, nos patients se font prendre en charge dans le privé, hein, en l'occurrence Dr Blab Douheb et Dr. Vous dites que l'échec se situe dans le déjeuner. Le petit déjeuner. Si je peux rebondir sur ce qu'a dit Dr Green, ce que je remarque chez les patients, c'est la patience, justement. C'est-à-dire que, vous savez, ils ont de cette
maladie, donc qui est présentée X nombre de régimes, etc. Donc effet yo-yo, prise de poids qui est supérieur à celle qui était initiale. Et la pire question, combien de temps? Voilà. Là, je le réponds scientifiquement, c'est-à-dire que La nature humaine, docteur Wahab, vous mais pouvez pas leur en vouloir. c'est ça le problème. C'est ça la problématique de l'obésité. C'est l'effet yo-yo, justement. Il faut casser le ciment en très peu de temps. Il faut casser cette idée. Ce que je leur dis, tout simplement, c'est-à-dire c'est que... lutter contre la réversibilité. Exactement, exactement. C'est-à-dire que ce qu'on nous a appris, c'est qu'on perd 5% du poids actuel, donc de ce surpoids, de cette obésité. On va améliorer les chiffres tensionnels, on va améliorer par exemple le cycle glycémique, et ainsi de suite, le cholestérol triglycérides. Donc le premier pas, c'est les 5 premiers pourcents. Deuxième pas, c'est les 10%. C'est pas une course contre la montre. Donc, là, il faut il y a une donc chocolat, on parle toujours de chocolat. Pourquoi? Mais on parle toujours de chocolat. Exactement. Donc il faut passer ces habitudes-là de pouvoir le maximum et en très très peu de temps. Oui. Docteur, je pense qu'il y a aussi cet effet. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux perdre du poids rapidement et les gens suivent beaucoup ce genre. Quand moi personnellement chez moi c'est exactement le même principe. Le régime justement qu'on trouve proposé, je ne vais pas citer des noms pour ne pas faire de pub, mais il y a des régimes tout. Mais c'est très facile de perdre du poids. On va croire, on prend des légumes à la vapeur et on boit ça dépend combien on veut perdre. C'est plus difficile de mettre. C'est pas le fait. C'est tout le monde peut perdre du poids. Est-ce qu'on a appris quelque chose à ces gens? Est-ce qu'il y a une thérapeutique? Est-ce qu'on leur a appris pour maintenir cette perte de poids? Non. Disent ouais, mais on va faire perdre 10 kilos en un mois. Ben non, c'est très très bon. Il y a un effet yo-yo. Et on n'a rien appris au patient. On lui a pas cuisiné, on lui a pas appris à manger, on lui a pas appris à se rattraper. Il y a quelque chose, docteur c'est très très long. Il faut beaucoup parler avec le patient. Il faut faire une éducation. Une personne doit perdre dans les 5 ans, par exemple, elle vient vers la première chose que je vais dire, c'est que chez moi, si vous voulez continuer à long terme, il faut sur 2 ans pour pouvoir arriver à un point et le maintenir. Surtout le maintien, c'est la stabilisation qui est 2 fois plus que la perte de poids. Je vous dis, tout le monde peut perdre du poids, mais beaucoup plus long. Donc c'est en fait un apprentissage. Absolument. Perdre 3 kilos par mois, quand je dis non, 3 kilos, c'est un particulier, ce qu'il y a, il faut manger, il faut réapprendre à cuisiner, vous ouvrez la porte. Après, comme disait le cancer, le psychologique, c'est-à-dire de la psychologie en même temps. On parle aussi de psychologique, si vous permettez. C'est aussi l'envie de perdre du poids. C'est-à-dire, il ne faut pas faire ça aussi dans la contrainte. On ne peut pas faire ça pour faire plaisir aux autres. Ça ne marchera jamais. C'est voué à l'échec. Et puis, il y a aussi, comme disait moi cancer, l'alimentation émotionnelle. Quand il y a une alimentation émotionnelle, il faut vraiment la traiter. Parce que il faut traiter la cause avant de traiter la conséquence. Parce que la cause, si on ne traite pas la cause, on va juste sur l'alimentation et l'activité physique et on ne traite pas le côté psychologique, c'est voué à l'échec parce qu'on n'ira pas très loin. Il y a eu un moment, il y aura 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 6 mois peut-être, où la patiente va suivre. Mais cette alimentation et cette cause qui est en moment, il faut la traiter. Si on ne traite pas la cause, on ne peut pas travailler sur une conséquence sans suivre ça. Docteur Hamoudi, l'activité physique est très importante. D'ailleurs, on incrimine beaucoup la sédentarité justement dans la situation où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on conseille aussi du
Non, en fait, tout le monde s'accorde à dire que les études sont là. L'activité physique, la pratique d'une activité physique régulière et un contrôle de la diététique, manger sainement. Quand on dit de l'activité physique, ça ne Oui. veut pas dire faire un marathon. Non, Voilà, il faut expliquer ce que c'est déjà. Il faut différencier l'activité sportive. Alors, l'activité physique, c'est tout ce qui permet à la fréquence cardiaque, au battement de cœur, de se situer un peu plus au-dessus que la fréquence cardiaque de repos. Ça, c'est l'activité physique. Après, il y a des degrés. Par faire de l'activité physique de façon légère et au fil du temps, on augmente. En matière de mais quand pratiquer, adapter, parce que les recommandations de l'OMS quant aux 150 minutes par semaine, la population générale. Mais si on veut du bon travail, puisque l'obésité répond à des caractéristiques d'une population spécifique, il faut également l'activité physique adaptée. Donc, quand on parle d'activité physique... Adaptée à quoi? Adaptée d'abord aux critères... À l'âge, adaptée à la condition physique. Aux critères auxquels qu'elle répond. Vous avez une activité physique, elle répond à l'intensité, elle répond à la durée du programme, elle répond à la fréquence des séances, elle répond à la durée de la séance, elle répond au volume de l'activité du programme. C'est efficace, docteur Moudi, parce qu'on dit parfois que le sport ne fait pas maigrir. Le sport nous permet de lutter contre la graisse viscérale qui est dangereuse justement, mais le sport, est-ce qu'il fait réellement maigrir? Alors, il ne peut être qu'efficace. Il faut choisir la nature de la pratique. Alors, vous avez pour la plupart des gens qui font du sport, une activité physique aérobie, tout ce qui est l'eau, natation, marche, randonnée, maintenant c'est à la mode. Il faudrait associer à cette activité des exercices de résistance pour pouvoir maintenir ses muscles. Parce que sinon... Et l'activité physique va venir également lutter contre le stress, lutter contre les soucis qui chagrinent. Donc, vous voyez, c'est un cercle vicieux. S'il y a activité physique, la diététique va être suivie parce qu'il y aura moins de tendance à aller au grignotage, on sera moins à la maison, etc., etc. Et vous avez les comportements sédentaires aussi. Il faut un peu bannir parce que maintenant, c'est tout ce qui est développement technologique, c'est le PC, c'est beaucoup d'heures devant la... Justement, puisque vous parlez de lutter contre la sédentarité, est-ce que la marche, est-ce que le fait de monter les escaliers au 5e étage, est-ce que c'est considéré aujourd'hui comme de l'activité physique? Alors, si c'est une personne obèse, par rapport aux genoux, etc. Non, en termes de prévention. Hein, en termes de prévention, tout ce qui permet les travaux, même le ménage. D'accord. Même le ménage. Il y a la personne qui peut-être me... Le linge... C'est considéré par l'OMS comme une activité physique. Oui, le linge à les grosses affaires, mais faire pétrir également, éviter tout l'électroménage. Donc tout ça, c'est bon pour augmenter les dépenses énergétiques. Pour la prise en charge de l'obésité en ce qui concerne l'activité physique, le programme qui est destiné, c'est surtout le suivi post-programme. C'est ça qui pose problème. Oui. Parce que, encore une fois, pour maintenir le poids, ce que disait Omnia, oui, bien expliqué. Vous avez un régime, bon, bien que ce soit pas un régime parce qu'on doit manger sainement, etc. Vous avez une alimentation saine, variée, équilibrée, mais à côté, l'activité physique aussi, on doit modifier ça de façon durable. Donc, apprendre à manger, apprendre à pratiquer, ça va de pair. Oui. Pratiquer combien 20 jours par jour selon l'OMS. Alors, si selon 50 minutes par semaine. Vous avez 30 minutes par jour. Tous les jours, donc. Oui, c'est tous les jours. Voilà, il vaut mieux, chez un obèse, ne pas aller sur une activité intense parce que tu as mal aux genoux, tout de suite mal aux chevilles, tout de suite. Et là, c'est l'échec. C'est pour l'individualisation de la du cas par cas. Oui. Docteur Green, les gens consultent à quel moment justement? Est-ce qu'on consulte quand on est en surpoids ou quand on a
ils consultent quand ils sont obèses, quand Qu'est-ce qui amène en fait qui ne leur plaît plus, où ils rentrent plus dans leurs habits. Et à ce moment-là, ils consultent. On est dans des deux, comme me disait tout à l'heure, c'est des obésités massives. Donc à ce moment-là, il faut bien. Moi, le jour de la première consultation, je fais ce que j'ai appris durant mon stage, c'est un contrat. C'est un contrat avec le patient. Il leur dit ce que vous voulez réellement, vous avez de la volonté. Si c'est votre maman ou votre papa ou votre frère qui vous amène et vous force, je ne vous force pas parce que je sais que ça va se solder par un échec. Mais si vous je suis là et je vous accompagnerai. Et à ce moment-là, quand on fait le contrat de soins, on explique à notre patient que vous n'allez pas perdre 70 kilos en 3 ans. Je vais d'abord vers les 5-10%, comme l'a si bien expliqué, comme c'est recommandé. Il faut savoir que ces 5 à 10% sur le plan, les complications sont vraiment réduites. Le diabète, s'il y a un diabète, il est équilibré. La tension, elle est équilibrée. Le syndrome d'apnée du sommeil, la stéatose hépatique peut diminuer nettement. Donc déjà, si on se fixe ces 5-10%, c'est déjà énorme. Et on se fixe un temps qui est réalisable, des objectifs qui sont réalisables. Qui est de l'ordre de combien généralement? 2-3 kilos par mois. Pas plus. Pas plus. Et je leur dis, mais sur 6 mois, multipliez et regardez, ça vous fera une vingtaine de kilos. Et c'est là qu'ils réalisent, ils acceptent ou ils refusent. Et quand ils acceptent, généralement, on continue à solde par un sucre. Souvent, vous avez les patients qui disent, moi je sais quoi manger. J'ai besoin de dire, moi, je sais tout, hein, mais je veux être accompagné. On a besoin de coach. Voilà. Oui. Ils comptent un petit peu le besoin de discipline, c'est ça. Ils ont besoin des fois de rendre des comptes à un professionnel. Si on ne le pas à chaque fois, c'est qu'il avait une feuille de et le prof il va mettre une note. On a besoin d'être un peu Voilà, il faut répartir là le alors, l'OMS, de vie, on ne meurt pas d'obésité, mais on meurt des complications de vie. L'obésité de risque de plusieurs. On peut avoir une idée comme ça. Déjà, par exemple, pour donc là, qui avait le diabète qui font maigrir, qui sont aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, prescrits pour l'obésité. Pourquoi on ne le fait pas chez nous? c'est une question d'AMM, donc d'autorisation sur le marché. Il faut avoir beaucoup de recul. Traitements qui ont leur effet. Il faut avoir beaucoup de recul. C'est-à-dire que en 90, on a mis sur par exemple,
aux États-Unis certains médicaments. Mais avec du recul, 10 ans après, 20 ans après, il y a eu des complications. Après, marché des médicaments. Donc, on a tout le temps avec ce de médicaments. Parce que ça un petit peu, c'est le métabolisme. Donc, on en perd un petit peu. Oui. Donc, c'est pour ça que... Alors, on a parlé de prévention, on a parlé d'activité physique. Il y a aussi la chirurgie aujourd'hui. Tendance, c'est-à-dire on identifie à ces gens-là qui font aujourd'hui un traitement qui reste un traitement d'élection. Elles se pratiquent dans quelques nous ce qu'on appelle aujourd'hui la chirurgie bariatrique. Oui, je voulais juste, avant de parler de la chirurgie bariatrique, je voulais juste parler d'une des conséquences, une des complications, qui est le moyen faible de l'obésité, l'infertilité, en particulier l'infertilité féminine. On parle très, très rarement, alors qu'en perdant 5 à 10% de poids, on reprend une fertilité. C'est juste une parenthèse. Oui, la chirurgie bariatrique, oui, elle, c'est tendance, et elle a des conditions aussi. La chirurgie bariatrique, parce qu'on a envie de faire de la chirurgie bariatrique, une personne qui a une perd un peu de poids avant d'arriver à la chirurgie bariatrique. C'est aussi, comme on disait, c'est multi de faire la chirurgie bariatrique, il y a un suivi multidisciplinaire de plusieurs spécialités, du psychologue, du psychiatre, du cardiologue, de l'endocrinologue, du gastro, du nutritionniste, pour prendre en charge. Parce que perdre du poids rapidement avec une chirurgie bariatrique, il ne faut pas oublier qu'entre il y a la sleeve qui est coupée, amputée une partie de l'estomac. C'est une ablation, en fait. C'est une ablation, donc on perd une partie de ce grip. Le bypass qui est chanté, on va chanter l'estomac, et bon, l'anneau qui est de moins en moins mis de côté. Mais le fait de perdre... Effectivement, la chirurgie bariatrique, moi je trouve que c'est un suivi assez très intéressant, aussi bien avant la chirurgie et encore moins après la chirurgie. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on enlève cette partie de l'estomac, le moignon qui reste, il a été amputé d'une partie où on pouvait absorber certains nutriments. Donc on aura des compléments alimentaires. Il faut qu'il soit adapté à cette chirurgie bariatrique. Il y a des protides aussi. Mais c'est ça, en post-bariatrique, il ne faut pas laisser le patient comme ça, sans aucune prise en charge nutritionnelle et multidisciplinaire. Et le fait de perdre de poids psychologiquement aussi, il faut qu'il soit pris en charge. Donc, ces compléments alimentaires, moi, j'ai reçu des patients qui ont subi des chirurgies bariatriques qui se retrouvent avec une ampoule de vitamine D tous les mois et un peu de calcium et un peu... Non, mais ce n'est pas suffisant. La chirurgie bariatrique, elle a des compléments alimentaires très adaptés qui sont beaucoup de compléments alimentaires. Il y a des compléments alimentaires spécialement on a compris qu'il faut un suivi très rigoureux. On termine peut-être un mot brièvement. Je ne sais pas si vous allez réussir à le faire. Brièvement sur la prévention primaire, parce que l'idée aussi aujourd'hui est de dire que l'obésité a des conséquences sur notre santé, notamment le diabète. Nous célébrons la journée de lutte justement contre cette maladie la semaine prochaine. Comment lutter aujourd'hui efficacement, peut-être en informant les gens, en informant aussi nos enfants, leur apprenant comment manger? Tout le travail doit se faire au niveau des enfants, effectivement. Les parents doivent également accompagner ces enfants en mangeant des bonnes habitudes. Tout le secret reste dans les habitudes alimentaires. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un menu prescrit par un diététicien, de l'activité qui est faite comme ça, anarchiquement. Il faut que, pour que ce soit durable, pour que les modifications soient durables, il faut qu'il y ait un apprentissage, une éducation nutritionnelle, une restriction énergétique quand il y a une obésité, mais une éducation nutritionnelle qui est très importante. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.